intègre cette session du webinaire petit à petit. Merci encore pour votre présence. Je suis Vincent Léger, chargé de recherche à la Fondation Croix-Rouge française. Je vais vous présenter les personnes qui m'accompagnent aujourd'hui dans un instant. Voilà. On va commencer petit à petit le temps que le public nous rejoigne. Cette 9e édition de notre webinaire sera consacrée à la place des femmes dans l'humanitaire. Avant de commencer, je vais vous dire quelques mots sur la Fondation. Bien sûr, si vous connaissez déjà la Fondation et l'Instant Recherche, eh bien, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Si vous découvrez la Fondation à l'occasion de cet événement, au nom de toute l'équipe, je vous remercie pour votre intérêt pour nos missions, nos activités, que je vous invite à mieux connaître en parcourant notre site Internet, dont je vais vous communiquer l'adresse dans un instant dans le fil de discussion de Zoom, avec d'autres liens aussi que je vais évoquer dans quelques instants. Ce webinaire, sachez-le, conclut une année spéciale puisque la Fondation fête ses 10 ans en 2023, 10 ans de recherche au cœur des vulnérabilités. C'est le titre d'un ouvrage spécial, l'essentiel scientifique, que vous pouvez retrouver sur notre site et qui revient sur tout le travail accompli jusqu'ici. Près de 30 prix de recherche remis, plus de 50 appels à bourse de recherche lancés, presque 700 projets reçus en réponse à ces appels, dont une centaine a été soutenue pour mener des recherches dans plus de 20 pays et par des chercheurs de plus de 20 nationalités et 16 disciplines scientifiques différentes. Voilà, je vous invite à redécouvrir l'essentiel de ces 10 années de soutien à la recherche en vous rendant sur notre site qui contient notamment une page spéciale où chaque mois, nous vous proposons aussi une sélection de nos travaux les plus emblématiques dans chacune de nos thématiques prioritaires. Cet anniversaire a aussi été l'occasion pour nous de lancer de nouveaux projets comme une série de podcasts que nous avons appelé Enquête d'humanité et qui permet de découvrir les résultats des travaux de recherche par la voix de ceux qui les ont réalisés. Vous pouvez retrouver les 6 premiers podcasts sur le site de la Fondation, mais également sur toutes les plateformes de diffusion principales très connues. Enfin, ces 10 années ont aussi été l'occasion pour nous de nous projeter et de penser l'avenir. Voilà, de nous adapter. Et à cette fin, nous avons organisé le 26 octobre dernier une conférence internationale en collaboration avec l'Institut de recherche pour le développement et Sciences Po Paris. J'en profite pour remercier à nouveau tous les participants. Peut-être certains d'entre eux sont encore avec nous aujourd'hui. L'événement a été filmé et vous verrez prochainement les vidéos des tables rondes et de la cérémonie de remise des prix de recherche 2023 sur notre chaîne YouTube. Alors encore merci pour votre présence à cette nouvelle Instant Recherche que nous avons choisi de consacrer à la place des femmes dans l'humanitaire. Souvent bénéficiaires des programmes mis en place dans de nombreux pays, les femmes sont aussi des actrices majeures de l'aide humanitaire, logisticiennes, professionnelles de santé, médiatrices, formatrices, chefs de projet ou de programme, etc. Elles représentent aussi la majeure partie des étudiants des masters spécialisés dans l'humanitaire. Pour autant, cet engouement féminin dans l'humanitaire, pour l'humanitaire, ne se traduit pas nécessairement dans le milieu professionnel. Les femmes ont, dans le milieu humanitaire comme dans le reste de la société d'ailleurs, du mal à s'imposer dans les postes à responsabilité. Or, le secteur humanitaire, qui est porteur d'un discours progressiste, en tout cas, on attend de lui dans son ensemble qu'il ne reproduise pas ces rapports inégalitaires hommes-femmes que l'on constate dans le reste de la société. La simple observation du milieu des organismes de solidarité internationale montre en effet ce décalage flagrant entre ce discours et la réalité associative. Des rôles figés, ils sont souvent attribués aux hommes et aux femmes, les uns du côté de l'action et du leadership, les autres du côté de la compassion et du soin. Cependant, et on le sait, la complexité du travail des humanitaires et leur expérience vécue, hier comme aujourd'hui, ne correspondent pas à ces stéréotypes. Alors, partant de ce constat, nous avons décidé de consacrer la 9e édition de l'Instant Recherche à la place des femmes dans l'humanitaire. Hier et aujourd'hui, ce webinaire est organisé en partenariat avec le GLORED, le réseau mondial du leadership féminin du mouvement Croix-Rouge et Croissant-Rouge, qui accompagne les sociétés nationales pour accroître leurs efforts destinés à identifier, appuyer et promouvoir les candidatures des femmes au poste de direction.
Alors, avant de présenter les trois intervenantes et de commencer notre discussion, je les remercie déjà par avance nous avoir fait l'honneur d'accepter notre invitation. Je vais laisser la parole à Virginie Troy, directrice générale de la Fondation, pour évoquer, bien sûr, l'importance de notre sujet du jour pour le secteur humanitaire. Je sais, Virginie, que tu as participé à la dernière conférence de l'Association internationale d'études humanitaires au Bangladesh, il y a très récemment, où ce sujet, je sais, a été abordé. Et pour évoquer aussi avec toi certains écueils, peut-être certains pièges à éviter quand on évoque la situation des femmes. D'abord, dans le choix des mots, de quoi parle-t-on, genre ou femme? Les deux mots sont dans le titre de ce webinaire, c'était peut-être une erreur, une maladresse de ma part. Le mot féminisme aussi aurait-il mieux convenu? Voilà, je te laisse la parole pour finir de présenter cadrer ce webinaire. Merci beaucoup, Vincent. Alors, nous sommes effectivement extrêmement honorés d'accueillir aujourd'hui Catherine Giboin, qui est présidente de la Fondation Médecins du Monde, Virginie Lemasson, qui représente la recherche et géographe, et puis le réseau du Croix-Rouge et de la Croix-Rouge Glorette, qui va être représenté aujourd'hui par Émilie Ramert. Alors, effectivement, bon, je ne vais pas rentrer en détail, mais ça valait le coup de se dire pourquoi est-ce qu'on pose aujourd'hui la question du genre et de la place des femmes dans l'humanitaire. Alors déjà parce qu'on y pensait depuis longtemps, mais on attendait effectivement de travailler sur des travaux de recherche qu'on puisse partager avec vous tous. D'abord parce que c'est une question d'histoire et un paradoxe, hein, parce que si les femmes ont toujours été présentes, voire leaders dans la structuration de l'humanitaire moderne, on peut penser à évidemment Florence Nightingale, Clara Barton. En fait, leur histoire est très loin d'être racontée. Alors, bien sûr, on peut prendre l'exemple en France. On a bien une association des dames françaises et une union des femmes de France, en plus de la SSBM qui est à l'origine de la Croix-Rouge française. Mais finalement, l'histoire des femmes reste trop souvent collective sous le terme générique d'infirmière, d'engagement, de bénévole, alors que les hommes, eux, portent un nom. Alors, nombreux sont ceux qui racontent leur parcours d'humanitaire dans des monographies et nous éclairent sur leurs expériences, mais on peut se poser aussi la question, où sont les livres où les femmes racontent et se racontent comme humanitaires. Dans un symposium qui a eu lieu en juin et qui était organisé à Genève à la Fédération internationale du Croix-Rouge et Croissant-Rouge, on a eu tout un groupe d'historiens et ils ont pu nous montrer que actuellement il y a des vastes chantiers qui sont en cours pour rééquilibrer ce paradoxe et mieux comprendre par l'histoire ces incohérences, ces manques et aussi leurs effets sur les représentations. Il y avait aussi une excellente exposition Who Cares au musée du CICR. Cette question est importante aussi pour nous parce qu'elle apporte la question beaucoup plus actuelle des mots, des concepts et des discours. Alors, tu viens de le dire, Vincent, genre, féministe, care, intersectionnalité. J'espère que le dialogue entre nous tous va nous guider à poser des mots sur des phénomènes sociaux, à aussi aller chercher l'invisible, mais aussi à penser autrement les mots finalement que les acteurs véhiculent dans leur discours pour avoir aussi conscience de leurs effets et peut-être des écarts aussi entre la formulation de ces mots, leur appropriation et puis les réalités. Cet instant recherche aussi parce que finalement, pour nous, c'était une question de choix qui est finalement très pragmatique de la responsabilité des organisations. Cela a été le choix du rapport Tout le monde compte par la FICR. Je me souviens plus, c'était en 2014 ou en 2016, mais c'était un choix assez audacieux d'analyser, de prendre de front la question du genre au sein des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. D'ailleurs, je pense que l'émergence du GLORED y est assez associée et avec aujourd'hui des résultats institutionnels concrets. On a eu la nouvelle aujourd'hui, c'était assez rigolo parce qu'en même temps que cet instant recherche, la nouvelle circule de l'annonce de la première femme déléguée de la fédération auprès de l'Union africaine. Donc voilà, c'est aussi une manière de lui rendre hommage. Et depuis sa naissance, ça a été le choix de la Fondation d'ailleurs d'avoir une équipe et un conseil d'administration en parité et aussi de nous assurer de la diversité et de cette diversité-là au sein de notre communauté de recherche.
Enfin, on s'est posé cette question, alors c'est parce que c'est une question de recherche précise, hein, derrière cette question, il va y avoir le travail de Virginie qu'on va évoquer, mais aussi parce qu'elle en appelle d'autres. À la conférence mondiale des Humanitarian Studies que tu évoquais, Vincent, donc c'était il y a 2 semaines à Dakar, on a pu mesurer finalement la percée de cette thématique parmi les travaux des chercheurs. Donc ça veut dire que des doctorants travaillent, se saisissent de ces thèmes. Par exemple, il y avait une table ronde sur comment définir un humanitaire féministe ou l'action humanitaire sous un angle féministe, hein, que ce soit dans la prise en compte du genre dans les programmes ou l'analyse du secteur lui-même. Il y avait aussi comment être mère et humanitaire. Je peux citer le nouveau livre, par exemple, sur ce sujet de Merit Yetanen. Que signifie aujourd'hui, par exemple, de structurer un réseau d'ONG féministes du Sud, féministes. Et je peux donner l'exemple du Feminist Humanitarian Network, vous pouvez regarder. C'est vrai qu'un chercheur a expliqué comment ces concepts sont finalement utiles pour décrire les contradictions auxquelles les femmes font face avec le travail humanitaire. Alors, nous nous sommes posé des questions, mais pour terminer, elle est peut-être mal posée. Alors, nous remercions tous les participants parce que là, on reste dans des chiffres records avec, vous étiez des centaines d'inscrits, mais on a regardé avec les autres instants recherche comparables et en fait, on est sur un instant recherche aujourd'hui alors que un des précédents attirait seulement 30% de femmes. Celui-ci en attire plus de 60%. Donc, il ne faut pas oublier que la place des femmes dans l'humanitaire d'hier à aujourd'hui questionne évidemment celle des hommes, mais il faut peut-être l'écrire pour aussi les attirer et de relations entre eux en lien avec les structures de pouvoir. Alors nous, notre espoir, hein, c'est d'atteindre les 50-50 à la prochaine édition, parce que comme le rappelle la philosophe Fabienne Brugère, la sollicitude qui est relative à l'essence même de nos métiers n'est pas l'apanage d'un sexe, même si l'un d'eux y reste profondément associé, que ce soit dans la réalité statistique du prendre soin ou dans les imaginaires. En tout cas, le pari de la diversité géographique est tenu, puisque vous nous rejoignez autant du Cambodge, du Canada, d'Afrique du Sud, de Madagascar et de 35 autres pays. Et ça nous fait vraiment plaisir. Et je te redonne la parole, Vincent, pour commencer ce débat. Merci Virginie. Je vais en dire un petit peu plus sur nos invités du jour avant de commencer la discussion. Voilà, je vous remercie encore d'avoir accepté de participer à ce webinaire. Je viens de mettre dans le fil de discussion du Zoom plusieurs liens vers notamment l'essentiel dont je vous ai parlé tout à l'heure, le lien vers notre site internet, etc., le lien vers notre chaîne de podcast. N'hésitez pas à consulter le fil de discussion du Zoom, vous retrouverez tous ces liens. Catherine Giboin, merci d'être avec nous aujourd'hui. Depuis 2021, vous êtes présidente de la Fondation Médecins du Monde, créée en 2014 sous l'égide de la Fondation de France et qui vise à améliorer durablement l'accès aux droits de la santé et à la santé des femmes en France et à l'international. Vous êtes titulaire d'un MBA de HEC, d'un master en politique de santé de la London School of Hygiene and Tropical Medicine et la London School of Economics. Vous avez rejoint Médecins du Monde en 1994, il y a près de 30 ans, et vous avez été impliqué tant au siège que sur le terrain, principalement au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est. Vous avez été aussi vice-présidente de l'association de 2016 à 2021 et avez œuvré notamment au développement de la stratégie de Médecins du Monde pour la santé sexuelle et reproductive. Vous avez par ailleurs rejoint le conseil d'administration de Coordination Sud en 2019 au nom de Médecins du Monde et avez été élu en 2022 membre du conseil d'administration de Concorde, la Confédération européenne des ONG travaillant sur le développement durable et la coopération internationale. Parmi vos publications, je signalerai votre article coécrit avec Olivier Bernard, Mauvais genre, dans la revue Humanitaire en 2013. On en reparlera tout à l'heure, ainsi que la préface coécrite avec le docteur Denis Mukwege de l'ouvrage de Denis Rouvre, Elle brise le silence en 2019. Virginie Lemasson, vous êtes titulaire d'un doctorat en géographie humaine de Brunel University London. Actuellement, vous êtes chargée de recherche au sein des programmes développement social et climat et environnement de l'Overseas Development Institute, l'ODI, à Londres. Vous êtes par ailleurs le point focal genre du Climate and Development Knowledge Network. Spécialiste des questions de genre et de violence en lien avec les risques environnementaux et les changements climatiques, vous travaillez régulièrement auprès des organisations non gouvernementales sur la prise en compte du genre dans les interventions humanitaires et de développement, ainsi que dans les politiques liées au climat, en particulier dans les pays francophones. Avec Annelies De Wulf,
consultante indépendante spécialiste de l'action humanitaire, vous avez rédigé un rapport intitulé Strategies that support women leaders in aid organizations, réalisé à l'initiative du réseau GLORAID et avec le soutien de la Croix-Rouge suédoise et de la Fondation Croix-Rouge française, dont nous allons évidemment parler aujourd'hui. Ce rapport est accessible sur le site de la Fondation depuis hier. Vous trouverez le lien aussi dans le fil de discussion de Zoom, uniquement en anglais pour l'instant. Sa traduction en français est en cours. Parmi vos multiples publications, je signalerai notamment votre article intitulé Disasters, Climate Change and Violence Against Women and Girls, paru en 2022 dans Oxford Research Encyclopedia of Natural Hazard Science. L'ouvrage aussi que vous avez coécrit avec Suzanne Beckingham est publié chez Routledge en 2017, intitulé Understanding Climate Change Through Gender Relations. Enfin, Émilie Ramard, vous êtes administratrice et présidente de la commission appartenance au mouvement, principes et missions statutaires de la Croix-Rouge française. Vous êtes bénévole de l'association depuis 2009, exerçant de multiples activités, SAMU social, secouriste, responsable départemental jeunesse du Lot, éducatrice père et formatrice nationale. Vous avez aussi réalisé plusieurs missions pour le Comité international de la Croix-Rouge dans la protection et la restauration des liens familiaux, notamment en Ukraine et au Soudan du Sud. Vous avez aussi travaillé pour la Croix-Rouge britannique en tant que coordinatrice internationale du service de recherche des familles et de rétablissement des liens familiaux. Vous êtes enfin impliqué dans le GLORAID, le réseau mondial du leadership féminin du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, partenaire de cet instant recherche. Donc, merci encore à toutes d'avoir accepté notre invitation. Avant d'ouvrir la table ronde, je rappelle au public que si vous ne pouvez pas vous adresser oralement aux intervenantes, vous pouvez leur poser des questions et faire des commentaires dans l'espace de discussion de Zoom. Maïta, notre chargée de projet scientifique, en fera une synthèse afin de les communiquer aux intervenantes durant les 20 dernières minutes de ce webinaire voilà, qui suivront la table ronde. Alors, je le disais en introduction, ce webinaire est organisé en partenariat avec GLORAID, qui a aussi soutenu la recherche de Virginie Lemasson, dont nous parlerons tout à l'heure. Émilie Ramard, vous qui êtes membre de GLORAID, parlez-nous de ce réseau. Qu'est-ce que GLORAID? Bonsoir à toutes les personnes présentes. Alors, qu'est-ce que le réseau GLORAID? Donc, c'est un réseau des femmes leaders, dirigeantes du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Les derniers chiffres en date que l'on a, on est dans ce réseau, on trouve environ 450 personnes. Et qui font partie de 108 sociétés nationales du mouvement. Voilà, donc c'est un réseau mondial. Il faut le préciser, c'est un réseau qui est ouvert à toutes les personnes qui s'identifient comme femmes au sein du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Voilà, il est ouvert à toutes ces personnes. Et qu'est-ce qui est à l'origine de sa création? D'ailleurs, à quelle période est-il né, à quelle année, et qu'est-ce qui est à l'origine de sa vocation aussi? Alors, il a été créé en 2017. Il y a eu une assemblée générale de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Durant cette assemblée générale, il y a eu des élections, des votes voilà, pour les postes de dirigeants, dirigeantes et de direction à la Fédération internationale. Et de ce vote est ressorti un chiffre assez criant qui voilà, montrait, qui faisait un constat qui est, je vais vous les donner parce que je veux être précise sur ces chiffres-là. Il y a eu, pardon, hop, je reprends mes notes juste pour vous donner les chiffres complets. Lors de l'élection, il y a eu 26 hommes élus et 4 femmes au conseil de direction. Donc, ce qui signifie que les femmes n'occupaient que 13% des postes. Donc, ces personnes, les femmes qui étaient lors de cette assemblée générale, se sont réunies, les femmes dirigeantes se sont réunies le soir et ont écrit une résolution qui a été adoptée le lendemain par l'assemblée générale, par le mouvement. Et c'est de là, en fait, que s'est créé ce mouvement-là, ce réseau. Et en 2018, il y a une réunion à Stockholm pour, en fait, vraiment asseoir et créer un réseau avec des objectifs. Et l'idée étant, parce que c'est un constat qui se faisait aussi, c'est que les dirigeantes de ces sociétés nationales, par expérience, savaient que des résolutions, des écrits
des engagements, c'est fort et ça doit être, mais il faut pouvoir faire un suivi. Et de là, être sûr qu'aussi on puisse avoir ce qu'on accountability, d'être responsable, de rendre des comptes, entre guillemets, sur ce qui avait été adopté dans cette résolution. Voilà, donc et c'est tout l'objectif en fait du GLORED. D'accord. Et donc, concrètement, quelles activités sont mises en place? Comment est-ce que le réseau agit pour promouvoir voilà, ces changements culturels permettant aux femmes de participer de manière plus significative aux instances de gouvernance des sociétés nationales? Oui. Alors, au départ, en fait, ce qui a été vraiment les objectifs principaux qui assoient et qui ont, d'où les activités découlent, c'est effectivement de changer le visage électoral de la gouvernance internationale. Donc vraiment, voilà, de la Fédération internationale du mouvement à échéance 2022. Et c'était aussi, et ça commence par là, c'était augmenter, renforcer, soutenir le vivier des futures dirigeantes. Voilà, en les soutenant, en créant une communauté aussi qui puisse répondre parfois à des questions très concrètes aussi que des femmes dirigeantes rencontrent dans le mouvement, ou des futures dirigeantes. Et ça a été vraiment un élan aussi de sororité, d'être sûr que le GLORED aussi, ce sont des réunions régulières, on participe, c'est pouvoir donner des exemples de sociétés nationales, de partenariats, aller chercher, aller vers aussi des activités comme celle de ce soir aussi, c'est très important, c'est-à-dire faire émerger des voix. En fait, il y a un côté un peu perturbateur, entre guillemets, c'est-à-dire aller chercher ce potentiel et pouvoir le mettre en avant aussi. Voilà. Donc, ça peut être des financements. Par exemple, je vous donne un exemple très concret. Le festival Jeunes et Engagés, donc c'était le festival de la jeunesse de la Croix-Rouge française qui s'est tenu en septembre. Il y a eu une table ronde qui a été soutenue par GLORED, qui était diffusée aussi et qui a permis voilà, d'entendre la directrice générale de la Croix-Rouge française, ma voix en tant qu'administratrice nationale, et puis une présidente d'une unité locale. Et de pouvoir discuter de ces questions-là et de le faire résonner que ça ne reste pas non plus quelque chose qui est entre nous, entre guillemets, mais que ça soit porté au-delà aussi. Alors, une des forces du mouvement, bien sûr, c'est qu'il est mondial. Il y a quasiment une Croix-Rouge ou un Croissant-Rouge dans chaque pays du monde. C'est aussi un défi, une difficulté parmi d'autres que je vois, c'est comment GLORED arrive à localiser quelque part son approche opérationnelle, comment développer des approches qui reflètent et représentent la diversité des femmes et des cultures au sein du mouvement Croix-Rouge, Croissant-Rouge. Oui. Alors, c'est effectivement ce qui est ressorti aussi, puisqu'il y a eu une étude des 4 premières années en fait, de ce réseau pour savoir effectivement le constat. Donc, effectivement, comme disait le Virginie en introduction aussi, ça a montré effectivement que la création de ce réseau a eu un impact sur des décisions, la parité, la Croix-Rouge française, le conseil d'administration conseil d'administration pardon, est paritaire depuis le mandat voilà, dans lequel je suis. Au niveau de la Fédération internationale aussi. Effectivement, maintenant, il y a l'idée que le constat, ça a été, il faut qu'on arrive à aller euh, euh, soutenir que ça soit ouvert à toutes les personnes qui s'identifient comme femmes, effectivement, qu'elles soient à des postes vraiment de dirigeantes déjà, mais pas que. Donc, il y a eu effectivement l'idée aussi d'aller maintenant d'un point de vue plus. Donc, le réseau GLORED, il est structuré aussi pour qu'il y ait des représentantes régionales qui sont soutenues par un secrétariat. Il y a une coordination au niveau international. Et puis, en fait, voilà, l'idée, c'est de ruisseler et d'avoir donc maintenant une approche qui est beaucoup plus de société nationale de soutien pour aller au plus proche, en fait, et d'aller, encore une fois, en identifiant je pense que ça va être dit plus tard dans ce soir, mais le mentorat, par exemple, Oui. le fait d'instaurer cette idée aussi de sororité. Moi, je suis arrivée au conseil d'administration parce qu'on m'a en quelque part identifié, et puis on est allé me soutenir, et puis on est allé m'épauler, parce que c'est pas forcément évident d'aller devenir administratrice nationale. C'est un rôle. Et ce rôle-là, quand il y a d'autres personnes autour voilà, qui peuvent servir d'exemple et de soutien, voilà, ça fait partie d'un exemple aussi
pour donner envie aussi. Merci, Émilie. Alors, il y a quelques mois, le GLORED, justement, a souhaité qu'une étude documentaire soit réalisée afin de renforcer les connaissances du réseau sur le statut des femmes dans le secteur humanitaire et en particulier sur les obstacles à une plus grande parité dans les postes de direction au sein du mouvement Croix-Rouge-Croissant-Rouge et en dehors. Alors, Virginie Lemasson, c'est vous qui avez réalisé cette étude avec Annelise De Wulf, qui est, je le disais tout à l'heure, consultante indépendante aussi spécialiste de l'action humanitaire, et vous en avez tiré un rapport passionnant intitulé Strategies that support women leaders in aid organizations, que je traduirai ainsi en français, stratégie de soutien aux femmes dirigeantes dans les organisations d'aide. Encore une fois, ce rapport est accessible sur le site de la Fondation. Vous retrouverez le lien dans le fil de discussion du Zoom. Virginie, avant d'aborder les résultats de votre travail, parlez-nous d'abord des objectifs qui étaient les vôtres. Quels étaient les résultats attendus et la façon dont vous avez procédé pour les atteindre? Parce que le champ d'application de cette étude est potentiellement très large. Donc, quel choix avez-vous fait pour cadrer votre recherche et répondre à votre question de départ? Merci Vincent. Et puis j'en profite pour remercier le réseau GLORED et la Fondation pour l'opportunité d'avoir pu faire ce travail. Et puis bien sûr, je remercie ma co-auteure Annelise qui n'est peut-être pas là ce soir et qui s'occupe de son bébé. Alors pour cette étude, en fait, on est parti déjà d'une autre étude qui avait été commanditée par le GLORED et qui avait fait l'état des lieux, des lacunes de la recherche sur les barrières auxquelles sont confrontées les femmes qui aspirent à être dirigeantes dans les organisations humanitaires. Donc c'était déjà une base énorme qui avait été faite. Donc c'est le rapport de l'Humanitarian Advisory Group de 2017. On est parti de là pour dire on va dépasser cet état des lieux des barrières parce qu'en fait on les connaît maintenant et on va regarder les stratégies qui aident les femmes et qui aident aussi les hommes à soutenir les femmes dans les organisations humanitaires. Et pour ça, on est parti d'un panel très large parce qu'en fait, il y a très peu de recherches dans le milieu humanitaire qui focalisent sur les organisations et sur leur stratégie d'égalité des sexes. Donc, on a regardé à des secteurs très, très divers, les entreprises, les gouvernements, les secteurs divers et variés, pour regarder un petit peu ce qui se fait ailleurs et aussi dans différents contextes. Donc l'idée, c'était d'essayer de trouver en fait des fils rouges de stratégie, essayer de les mettre de les structurer ensemble pour qu'il y en ait on va dire une liste dont on puisse se souvenir. Mhm. Et ensuite, surtout d'extrapoler des exemples qui marchent dans certains contextes parce qu'il y a beaucoup de stratégies qui ne peuvent pas être appliquées partout de la même façon. Alors, vous l'avez évoqué, mais je voulais quand même vous poser la question. Est-ce que c'est un sujet qui est peu étudié, sur lequel vous avez trouvé peu de références, d'études déjà réalisées? Et je voulais aussi savoir qui produit majoritairement les connaissances sur le sujet. Est-ce que ce sont les organisations humanitaires elles-mêmes ou des chercheurs universitaires indépendamment de commandes de la part de ces organisations? Quel est l'état des connaissances sur ce sujet? Donc l'état des connaissances est très maigre, on va dire. Mhm. Encore plus en français. Il y a beaucoup plus de recherche qui est faite dans la littérature anglo-saxonne. Et puis surtout, la recherche, elle est soit faite par des ex-humanitaires, des gens qui ont travaillé dans les organisations et qui ont soit eux-mêmes publié, soit été en collaboration avec des chercheurs pour publier leur expérience. Donc c'est souvent des recherches, on va dire, un peu anthropologiques ou ethnographiques sur leur propre vécu. Très peu de recherches qui ont été commanditées par les organisations elles-mêmes, ou alors si c'est fait, elles sont très peu publiées publiquement parce que soit le constat est alarmant, soit elles s'autorisent aussi un temps d'adaptation, essayer de faire des efforts, et du coup plus de recherches est publiée après. Donc ça, il y a beaucoup d'exemples dans les évaluations typiquement des programmes d'ONG où on va trouver des stratégies de soutien aux femmes dirigeantes. Alors, je ne vais pas vous demander de résumer votre rapport, bien évidemment. Je laisse le public avoir le plaisir de le découvrir. Mais globalement, si vous deviez retenir un chiffre ou un fait qui nous fasse comprendre quelle est la situation des femmes aujourd'hui dans les instances de gouvernance des organisations d'aide, voilà, quel serait-il? Comment vous pouvez caractériser aujourd'hui, qualifier cette situation? Et puis, si on prend un petit peu de recul historique, on en prendra aussi avec Catherine dans un instant. Est-ce que nous allons vers une amélioration de cette situation ou non? Alors, si je prends les chiffres de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
des chiffres qui datent de 2019, donc qui devront peut-être être mis à jour. On a en fait une parité presque parfaite au niveau des employés dans le mouvement Croix-Rouge entre hommes et femmes. Donc, quand je dis employés, c'est des personnes payées. Par contre, on a plus de volontaires non rémunérés qui sont des femmes. Et quand on augmente la hiérarchie, on retrouve beaucoup plus d'hommes. Par exemple, au niveau des 184 sociétés nationales qui ont pris part à l'enquête de 2019, 21% d'entre elles seulement déclaraient avoir une femme présidente et 31% d'entre elles avaient une femme au poste de secrétaire général. Donc c'est grosso modo, on va dire, un tiers de la gouvernance des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui incluent des femmes à ces postes de décision. C'est, on va dire, de la même, du même ordre qu'au niveau global dans d'autres secteurs. Après, ça dépend des régions géographiques. Ça devient de pire en pire au niveau de la fédération. Ils ont fait une étude depuis 2007, je crois, et en fait, le chiffre, il diminue de la part des femmes. Mais dans d'autres organisations, au contraire, plus de conscientisation amène une augmentation du nombre de femmes. Donc ça, c'est un peu un chiffre qui vous donne un état des lieux. Après, ce qui était important dans le rapport, c'était de montrer que euh, enfin, le chiffre que moi, j'en retiens, c'était les sept, on va dire, piliers de stratégie qu'on a réussi à dégager avec Annelise. Peut-être que je peux vous les dire rapidement. Euh, Sinon, c'est prévu qu'on y c'est reviendra prévu, si vous souhaitez. je reviendrai dessus du coup. Je voulais juste peut-être coupler du coup ma question sur la situation avec une question sur les raisons de cette situation. Bien sûr, là encore, je vous demanderai pas de résumer parce que vous étendez beaucoup sur ce point de manière très intéressante dans votre rapport. Mais parmi les obstacles auxquels les femmes sont confrontées pour atteindre ces rôles et qui contribuent à leur sous-représentation aux postes de direction les plus élevés dans le secteur de l'aide, j'imagine que certains sont communs à bien des secteurs professionnels. Mais y en a-t-il qui sont particuliers au secteur de l'aide et quels sont les principaux aussi obstacles qui expliquent cette situation? Tout à fait, il y a des obstacles qui sont partout. Le premier obstacle, c'est la culture organisationnelle, qui se retrouve pas seulement dans le secteur humanitaire et qui regroupe des préjugés conscients ou inconscients de la part des femmes elles-mêmes, envers elles-mêmes et de la part des autres. On a des écarts de rémunération qui sont constants, qui sont partout et qui ralentissent la progression des carrières des femmes. Le manque de confiance en soi aussi, donc ça fait partie des obstacles individuels, mais aussi, comme partout, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée qui est très difficile à concevoir, en particulier dans le secteur de l'aide. Et puis aussi le manque de réseau et de mentors efficaces pour les femmes. C'est une stratégie que les hommes tendent à mobiliser énormément et ça améliore leur carrière, alors que les femmes ont moins recours à ce genre de stratégie. Merci Virginie, on reviendra justement sur ces stratégies plus tard. Catherine Giboin, vous avez, je le disais tout à l'heure, rejoint Médecins du Monde en 1994 et durant ces presque 30 années, vous avez été impliquée tant au siège que sur le terrain dans de multiples pays. Vous avez été vice-présidente de l'association de 2016 à 2021 avant de présider ensuite la Fondation Médecins du Monde. Avec le recul que vous avez, quel regard portez-vous sur la place des femmes dans le secteur humanitaire et son évolution depuis plusieurs décennies? Puis-je dire que votre parcours témoigne de la possibilité de briser le plafond de verre, pour reprendre une métaphore couramment employée, ou vous ne voyez pas les choses de cette façon? Euh, c'est difficile de vous répondre, évidemment. Tout d'abord, je voulais vous remercier d'avoir organisé ce temps d'échange parce que je trouve que c'est un sujet important et qu'il n'est pas encore suffisamment effectivement adressé pour parler en mauvais français. Euh, je trouve qu'effectivement, enfin, moi, j'ai pas une vision d'ensemble et c'est intéressant. La question des Croix-Rouges, ça donne une vision d'ensemble extrêmement intéressante, mais par contre, dans le secteur humanitaire, c'est beaucoup plus compliqué. Ce qui est vrai, c'est que le secteur humanitaire, au sens, j'allais dire French doctor, est un secteur historiquement créé par des médecins hommes blancs euh, qui ne laissaient pas beaucoup de place, j'allais dire, aux questions, enfin, de place aux femmes et à la question du genre. Ceci dit, je pense que ça a beaucoup changé. Euh, et effectivement, du coup, j'ai regardé parce que je m'étais livré à cet exercice en 96 au sein de Médecins du Monde France.
il y avait 9 hommes pour 3 femmes au sein du conseil d'administration, ce qui était pas mal finalement. Enfin, on était 75-25, euh, et avec effectivement une majorité de femmes sur le terrain, par exemple, et qui étaient à ce moment-là plutôt des bénévoles ou des volontaires et pas des salariés. Mais aujourd'hui, si je prends l'exemple de Médecins du Monde, il y a 60-40, 60% de femmes et 60% d'hommes et 40% de femmes au sein du conseil d'administration. En revanche, on a un comité de direction qui est parfaitement paritaire. Et MSF aujourd'hui a une présidente et une directrice générale, ce qui est, je pense, assez atypique. Et il faut s'en féliciter. Par contre, je pense que ces évolutions, elles ont été plus difficiles peut-être que dans d'autres secteurs. Alors moi, j'ai un biais médical qui est peut-être aussi un biais important. Mais si je pense à ma propre expérience au sein de Médecins du Monde, je pense que le biais, il était essentiellement de ne pas être médecin. Je pense que ça a pesé beaucoup plus lourd dans la carrière, entre guillemets, que j'ai pu faire que le fait d'être une femme. Et par exemple, la dernière marche entre vice-présidente et président ou présidente, aujourd'hui, de fait, et c'est écrit nulle part dans les statuts de Médecins du Monde, mais c'est un usage, et c'est un usage qui a du sens, hein, on pourra en discuter, mais effectivement, le président ou la présidente est un médecin. Et je Ah, pense que ça a plus pesé dans mon histoire au sein de l'association que le fait d'être une femme. Après, il y avait du sexisme, on peut en parler longuement, mais c'est un autre sujet. Dans l'article que vous avez coécrit avec Olivier Bernard et publié en 2013 dans la revue Humanitaire sous le titre Mauvais genre, point d'interrogation, vous faites état quand même d'une évolution dont j'aimerais discuter avec vous. Vous écrivez, je cite, après avoir été longtemps ignorée, la question des femmes, puis aujourd'hui celle du genre, comme s'il y avait synonymie, a en effet pris une place incontournable dans le discours des institutions internationales, des États, voire des entreprises privées. Les ONG s'en sont emparées également, non sans un certain retard et avec une langue de bois que pourraient leur envier les institutions dont elles prétendent souvent être le contre-exemple. Et vous évoquez plus loin, je cite, un discours aussi convenu que contredit par la réalité, en raison notamment, je cite toujours, d'une frilosité de certaines ONG à s'engager dans le champ de la santé sexuelle et reproductive et d'une forte présence masculine au poste à responsabilité des ONG. Alors, il y a 2 points très intéressants ici sur lesquels j'aimerais vous entendre. C'est d'abord, vous dites que la question du sort des femmes et celle du genre, ce ne sont pas les mêmes choses. Non. Et deuxièmement, c'est cette hypocrisie, pour dire les choses en un mot, qui marque selon vous le discours des ONG sur ces questions. Alors, j'avais pas relu cet article que j'ai écrit il y a 10 ans avec Olivier Bernard et aussi avec Boris Martin. Ça m'a fait sourire, c'est pour ça que je l'ai repartagé avec vous parce que c'était assez drôle. Mais alors, l'hypocrisie, si je voulais vraiment être... c'est intéressant parce qu'en fait, de mon souvenir de desk, quand j'étais chef de projet, c'est vrai que la question du genre, elle est apparue dans les propositions envoyées à l'Union européenne où il fallait rédiger une ligne sur comment on s'occupait du genre. Et c'est là où on dit qu'à cette époque-là, je parle des années 90, on n'avait pas grand-chose à dire et c'était un peu une langue de bois ce qu'on pouvait répondre. Et je trouve, alors ça c'est mon expérience, moi j'ai porté au sein de Médecins du Monde, et ça n'a pas été très simple, le fait effectivement de travailler, de construire une expertise et de construire un savoir-faire sur la question de la santé des femmes, en particulier à la santé sexuelle et reproductive, ce qui est à la fois un sujet de santé publique, mais ce qui est un sujet de santé publique qui quand même renvoie à des questions évidemment de genre, qui renvoie aux questions du droit des femmes à l'international comme en France, enfin, je veux dire l'accès à la contraception, etc. Et c'est vrai que ça a été une façon de rentrer dans le sujet. Et j'ai trouvé ça très intéressant dans le rapport de Virginie. Effectivement, comment la question du genre dans les programmes est intrinsèquement liée à la question du genre dans la structure. Mais en fait, comment on tire les fils? Et c'est vrai que moi, j'ai commencé à travailler sur la question de la santé publique, que la question du genre dans les programmes et que la question du genre dans les structures est devenue importante. Et j'ai voulu ne, j'ai volontairement choisi de ne pas m'impliquer sur la question du genre dans la structure parce qu'il y avait une façon de lier systématiquement la question du genre à la question du genre dans les programmes. Et je trouvais que c'était important que ce soit pas moi en particulier ou d'autres qui travaillaient sur des programmes qui portent ce dossier en interne au sein de la structure.
Je sais pas si j'ai répondu à votre question. Mais C'était- il y avait une deuxième question. J'ai loupé la deuxième, pardon. Oui, c'était la différence entre genre et la question de genre et la question des femmes. Vous dites que ce sont pas deux synonymes et que, notamment, C'est difficile. Enfin, je veux dire, c'est ce que vous disiez en introduction. C'est comment on travaille sur la question de la, la question du genre. Elle est beaucoup plus large, effectivement. Et moi, j'ai eu je me souvenais pas que j'avais cité j'avais cité cet auteur Joan dans le Scott. papier de la revue humanitaire. C'est Joanne Scott que j'ai eu la chance de rencontrer il y a fort longtemps en France, parce qu'elle a travaillé sur l'histoire des ouvrières en France. Elle n'est pas particulièrement enfin, elle a pas travaillé d'abord sur la question du genre, qui explique très bien la question du genre comme étant d'abord une question de pouvoir. Et je trouve Mhm. que ça oblige à se décaler, et je trouve que c'est là où ça devient vraiment important de faire la différence. Vous parliez tout à l'heure des programmes, notamment de santé sexuelle et reproductive. Vous faites état aussi, vous évoquez dans cet article la tendance, je cite, qu'auraient les humanitaires à ne voir dans les femmes qu'une catégorie du grand ensemble des populations vulnérables, entre guillemets. Et vous constatez par ailleurs souvent que la question du genre est réduite à celle de la santé sexuelle et reproductive. Or, elle ne se résume pas aux conditions d'accès aux soins des femmes. Elle est transversale à tout. Oui, oui, bien sûr, mais enfin, effectivement, je veux dire, on est, euh, enfin, de mon expérience, j'ai trouvé que la question de la santé sexuelle et reproductive était une bonne façon, a été un point d'entrée pour faire évoluer la réflexion au sein de la structure. Mais on peut pas la réduire. Et je trouve que c'est, comment dire, c'est fondamental de pouvoir sortir d'une logique de programme. Mm. Et que ces questions de rapport de pouvoir, ils sont sur les programmes et ils sont sur la structure elle-même. Et je pense aussi ce qui a fait bouger quand même récemment, plus récemment, les organisations, c'est toute la question euh, du MeToo, des scandales dans un certain nombre d'organisations. Et ça, je pense que ça nous a obligés à revoir les systèmes d'alerte, les systèmes de remontée d'informations, en dehors, j'allais dire, de l'aspect programmatique pur. Émilie Ramar, que retenez-vous de ce que Virginie et Catherine viennent de dire? J'imagine que plusieurs points évoqués jusqu'ici font écho à votre propre expérience en tant qu'humanitaire de terrain au sein du CICR. Déjà, peut-être parce que au rétablissement des liens familiaux, au RLF, on parle nécessairement des rapports hommes-femmes puisqu'il s'agit de la famille. Et en tant qu'administratrice de la Croix-Rouge française aujourd'hui. Oui. Il y a beaucoup de choses qui résonnent et j'ai lu avec attention aussi le rapport de Virginie, l'étude de Virginie Lemasson aussi, où effectivement il y a beaucoup de choses hein, sur des sujets où ma commission travaille en ce moment au sein de la Croix-Rouge française aussi à ces changements. Euh, j'allais dire, c'est un changement de mentalité aussi. Hein. C'est pour ça que on parlait de la frilosité un petit peu aussi des acteurs humanitaires parce que aussi ça va peut-être parfois à l'encontre et notamment si on parle du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, de principes fondamentaux aussi. Hein. Donc, il y a beaucoup de remises en question, la question de décorréler le genre. Qu'est-ce que c'est que le genre et de faire comprendre ce qu'est le genre. Et effectivement, que le genre n'est pas égal à femme. Ça paraît être quelque chose de basique, mais malheureusement qui n'est pas forcément... voilà. Donc, on travaille sur des outils pratiques hein, aussi, vraiment pour faire comprendre et démocratiser un peu ce qui paraît être souvent très occidental aussi, ou quelque chose qui vient voilà, faire comprendre que le genre, quand on parle de genre, effectivement, ce sont des rapports sociaux, sociétaux, une façon voilà, de concevoir les choses. Euh, si on en revient effectivement alors sur mon travail de terrain, alors que ça soit à la Croix-Rouge française, hein, à travers mon volontariat, euh, j'allais dire malheureusement, je pense que voilà, on est beaucoup à avoir malheureusement fait face ou voilà, rencontré, vu, entendu des choses, vécu des choses parfois, qui nous rappellent effectivement qu'il y a
y a des choses à faire. Au CICR, effectivement, ce que j'ai pu aussi constater, c'est que à la fois, il peut y avoir des fois vraiment une prise de conscience, enfin, on nous ramène à euh, le fait d'être une femme. Et je le dis de manière quand on s'est perçu comme négatif, où on nous associe à des comportements, des façons de penser, de voir le leadership, justement le management. Euh, mais aussi le fait que, effectivement, quand on parle de structure de la famille, on parle de tout ça, et de voir aussi quand, justement, on a un management ou une politique, en fait, de travail qui fait qu'on est soutenu et reconnu pour nos compétences. Euh, quelque genre qu'on soit, qu'on qu'en fait, on est considéré par nos compétences, ça a un impact aussi sur la façon dont nous, on va faire notre travail, hein. On en revient à la confiance en soi, etc. C'est primordial et effectivement, c'est ce que je disais sur le mentorat, par exemple, sur le fait de simplement, j'aimais beaucoup, enfin, ce qui a résonné aussi pour moi, c'était le fait de, en tant que femme, se poser la question aussi de nous-mêmes, les comportements que l'on peut adopter parce qu'en arrivant à certains postes de direction ou même sur le terrain face à des femmes qui sont des personnes que l'on accompagne, comment nous, on se positionne, qu'est-ce qu'on peut reproduire parfois comme schéma, consciemment ou inconsciemment. Parce qu'arriver à des postes où on est moins de femmes aussi, veut dire qu'on va devoir peut-être naviguer dans un monde où on va devoir adopter voilà, des comportements, des mentalités qui vont un peu desservir les autres femmes, en fait. Euh, Tout ça, ce sont voilà, des questions où je me les pose beaucoup. Au conseil d'administration, comme je le disais, c'est voilà, la parité a fait que on a évolué dans. J'étais pas dans le mandat précédent, mais il y a certaines personnes, dont le président de la Croix-Rouge française, qui peut en témoigner, à quel point aussi le fait d'avoir un conseil d'administration paritaire permet de poser justement des dossiers et de s'emparer de choses et d'aller encore plus loin sur certaines choses comme les violences liées au genre, se poser les questions à l'intérieur de notre association. Euh, voilà ce que je peux dire. On pourrait beaucoup parler, mais effectivement, oui, je pense que euh, on évolue, mais qu'il y a pour moi, toutes les activités, la sororité, le fait de se soutenir, le fait d'avoir des alliés, le fait de ne pas oublier que c'est aussi avec les hommes, il faut qu'on puisse avancer, il faut qu'on puisse aussi surtout aller déconstruire des idées ou de l'éducation, de choses, de la société dans laquelle on vit aussi. Je pense que la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge, le mouvement a un rôle aussi dans le fait peut-être d'impulser des dynamiques. Si on est à la Croix-Rouge et dans Croix-Rouge et Croissant-Rouge dans le mouvement plus à même d'être paritaire, d'avoir une politique qui ne laisse plus passer une certaine impunité ou voilà, certaines choses, euh, on va pouvoir aussi impulser peut-être des changements plus profonds hein, dans la société. On le voit sur d'autres sujets et parfois c'est notre mouvement qui impulse tout ça. Donc voilà, qu'on puisse se servir de tout ça. Et j'essaye de le faire à ma petite échelle, hein. C'est-à-dire que, comme je le disais, euh, l'épaule qu'on m'a offerte ou le soutien qu'on m'a offert, parfois très euh, pratico-pratique, technique, euh, eh bien, j'essaye aujourd'hui, et je l'ai fait à travers ma commission et à travers les femmes, les jeunes femmes surtout que je rencontre dans le réseau, voilà, de donner confiance, de donner des clés de compréhension parfois, d'outiller et ce qui était rappelé sur le réseau le fait qu'effectivement, on peut être fier d'avoir un réseau aussi sur lequel on peut s'appuyer et de le créer, tout autant que, comme il est expliqué, les hommes l'ont fait depuis très longtemps et du coup,
peuvent s'appuyer sur ce réseau pour évoluer dans leur carrière ou si on parle de bénévolat, dans le bénévolat, mais en tout cas de pouvoir accéder, de s'appuyer, peut-être que voilà, de pas avoir honte, de pas se poser la question de est-ce que je peux le faire ou pas, voilà, mais de s'appuyer sur ces personnes-là. Merci, Émilie. Alors, si nous avons choisi de parler aujourd'hui de la place des femmes au sein des instances décisionnaires des ONG, ce n'est pas uniquement par souci d'équité, mais aussi d'efficacité, en partant du principe partagé, je crois, qu'une meilleure participation des femmes aux instances décisionnaires des organisations humanitaires peut aider à améliorer l'action, notamment la qualité de la prise en compte du genre par les praticiens de l'action sociale et de la solidarité internationale. Virginie Lemasson, je reviens à vous. Dans votre rapport, vous évoquez les effets positifs d'un leadership égalitaire entre hommes et femmes et inclusif en général. Et vous écrivez, je cite, les recherches existantes démontrent clairement la nécessité d'une plus grande représentation des femmes au poste de direction pour soutenir leurs droits, mais aussi pour une prise de décision plus efficace et des résultats positifs. Pouvez-vous nous donner quelques exemples, sans entrer dans les détails, mais d'études témoignant des effets positifs liés à la présence d'un plus grand nombre de femmes au poste de direction des ONG? Alors, en fait, il y a des études nombreuses sur les effets positifs d'avoir plus de femmes au niveau des gouvernements, au niveau des parlements. Très peu d'études sur l'impact d'avoir plus de femmes dans les organisations humanitaires. Donc ça, c'est une nuance importante. Mhm. Et au niveau des gouvernements, donc avoir des parlements paritaires, comme c'est le cas par exemple au Rwanda, un des rares pays à avoir cette parité. On a des exemples en fait où les politiques liées à l'aide à la légalité des sexes sont beaucoup mieux soutenues par des budgets qui vont typiquement aller aux services qui sont plus accessibles et adaptés aux besoins des femmes, Mhm. une augmentation des allocations budgétaires pour les services sociaux, aux services de soins, et puis surtout une plus grande transparence en fait dans la prise de décision au niveau du gouvernement, et on pourrait imaginer que c'est la même chose au niveau des organisations. Plus de redevabilité, qui était une dimension que Émilie disait au début. En fait, avoir une diversité de dirigeants avec des besoins, des priorités différentes est une façon déjà non seulement de mieux prendre en compte les besoins divers de la population en général, mais aussi d'être plus redevable d'avoir répondu à ces besoins. Parce qu'il y aura différentes lentilles pour regarder l'efficacité des programmes. Euh, Émilie et Catherine, de par votre expérience, pouvez-vous aussi témoigner de conséquences positives d'un leadership égalitaire entre hommes et femmes au sein des organisations humanitaires? Catherine, vous m'avez dit en préparant ce webinaire qu'il faut faire attention à ne pas essentialiser la place des femmes au sein de ces instances. Mais tout de même, vous m'aviez expliqué que Médecins du Monde soutient des organisations de femmes dans de nombreux pays et que ces organisations aussi ont des résultats positifs, même si là encore, un des critères importants de ce succès, c'est aussi celui de la localisation, parce qu'une ONG locale aura une plus grande capacité de changement social qu'une ONG occidentale. Mais malgré cela, est-ce que, voilà, de par votre expérience, vous voyez aussi ces effets positifs dont a parlé Virginie, même si on a peu de preuves tangibles, encore une fois, en raison du peu d'études sur le sujet? Oui, en effet, c'est difficile d'avoir des preuves tout à fait tangibles, mais c'est un peu ce que disait Virginie, et c'est aussi ce qu'on a vu dans d'autres secteurs. C'est-à-dire que je crois qu'il y avait des questions dans le chat, mais on a vu ça aussi dans le secteur, dans le secteur public et aussi dans le secteur privé, euh, des entreprises, comme quoi la parité avait des impacts positifs. Je ne sais pas comment on pourrait le mesurer comment dire, dans le secteur humanitaire. Je ne sais pas il y a des choses qui ont été faites. Virginie pourrait nous répondre éventuellement. Mais ce que je constate quand même, c'est que il y a des organisations qui sont dédiées aux droits des femmes. Et ces organisations-là, je pense qu'effectivement, c'est elles qui ont une position tout à fait privilégiée pour, alors les Anglais disent to move the needle, enfin, je veux dire, pour avoir cette capacité à faire bouger les lignes. Et je pense que le rôle des ONG humanitaires, c'est aussi de faire bouger des lignes. On est à la fois dans la fourniture de services humanitaires, mais on a aussi cette vocation à faire bouger des lignes, en particulier sur ces dossiers-là. Et donc, le soutien à des organisations dites féministes et se qualifier soi-même d'organisation féministe, parce que je pense que c'est des questions qu'on se pose, et c'est des questions
qui ont du sens. Euh, je, je pense que c'est vraiment fondamental et c'est le choix effectivement qu'a fait la Fondation de Médecins du Monde de soutenir alors c'est plutôt des petites organisations euh, locales sur ces questions, sur des questions difficiles, sachant que les organisations de femmes qui défendent les droits des femmes, l'OCDE fournit des chiffres régulièrement sur la question du genre dans l'aide publique au développement des pays de l'OCDE. Mais il faut savoir que moins de 1%, 0,5% va à des organisations sur le droit des femmes. Toute l'aide publique au développement des pays de l'OCDE. Je veux dire, c'est quand même extrêmement minoritaire et qu'il y a des marges de progrès. Et dans le rapport de 2023 que j'ai reconsulté grâce à ce webinaire, il attire l'attention sur le fait que la question du genre, il y a deux secteurs d'activité dans lesquels la question du genre dans l'aide publique au développement est relativement peu prise en charge. C'est le secteur de l'énergie et le secteur humanitaire. Mhm. Il y a un petit clignotant dans un petit document qui fait 5 pages. J'ai trouvé ça intéressant. Bon, après, on peut discuter les chiffres, mais moins de 1% de l'aide publique au développement va aux organisations qui défendent les droits de femmes. Et quand on regarde les chiffres de la philanthropie, qui sont encore plus difficiles à collecter, on arrive à peu près au même chiffre. On parle de 1%, 2%. Donc, à la fois, c'est un sujet qui est porté, on parle de diplomatie féministe, on parle d'un certain nombre de choses, mais quand on regarde les chiffres au niveau macro, ça reste des chiffres extrêmement bas et qui sont plutôt enfin, il n'y a pas d'évolution majeure de Mhm. ces chiffres dans les années récentes. Mhm. Donc, je crois qu'il faut rester modeste. Après, effectivement, il y a des organisations qui ont choisi d'imposer la parité dans leur conseil d'administration. Moi, je l'avais suggéré à Médecins du Monde. Ça n'a jamais été entendu de ma part, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est vrai que bon, 60-40, c'est une parité enfin, une répartition qui est à peu près acceptable. Coordination Sud, qui est la plateforme des ONG françaises, impose la parité au sein de son conseil d'administration. Mais je trouve que ça part, c'est ce que vous disiez ou ce que Virginie disait, je sais plus. Pour moi, il y a une question de parité et une question d'inclusion. C'est-à-dire que c'est aussi la question des âges, la question, enfin, toutes les différentes questions qui se posent. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas essentialiser la question de la parité, j'allais dire. Tout à fait. Et, en préparant ce webinaire, vous m'aviez parlé, Catherine, de féminisme washing et Oui, Émilie, en parlant avec elle, m'avait parlé de gender washing. Et je crois que vous vous rejoignez aussi sur oui. ces. Je pense que vous voulez dire la même chose sur ce point. Émilie, je vous passe la parole. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Vous êtes administratrice de la Croix-Rouge française, mais dans une période particulière, puisque c'est au cours du premier mandat avec un CA paritaire. Donc, vous avez déjà évoqué tout à l'heure en quoi est-ce que ça contribue à changer les choses? Est-ce que vous pouvez voilà, aussi nous apporter plus de témoignages sur les conséquences positives de ce leadership égalitaire au sein de la Croix-Rouge française? Oui, alors c'est toujours un exercice de savoir qu'est-ce qui fait que, voilà, parce que il y a des femmes dans un conseil d'administration, ou en tout cas une parité, qu'est-ce qui est lié à. Comme je le disais, pour moi, je pense que, parce qu'avec mes années de volontariat dans la même association, donc j'ai vu une évolution de la stratégie et effectivement des sujets, comme je le disais. Alors, ma commission, en étant vraiment dans ce sujet-là, euh, du questionnement de qu'est-ce qui peut faire blocage. Pourquoi, effectivement, on a un problème de gouvernance, que ce soit à l'échelle locale ou jusqu'aux instances nationales, parfois, et que donc arrive effectivement la question de l'inclusion au-delà des femmes, en fait. Hein, Mhm. vraiment, comme on le disait, encore une fois, c'est beaucoup plus large que ça. Voilà. Et que du coup, pour moi, ça passe par effectivement les sujets qui sont abordés vraiment et la façon et attention aux biais, et je vais vraiment l'éviter, c'est pas la façon dont on les aborde. Ça ne veut pas dire, parce que parfois on entend que parce qu'il y a des femmes, il y a plus d'empathie ou une façon de voir les choses qui font que, pas du tout. Les discussions peuvent être vraiment, on parle voilà, de sujets, mais c'est la façon de les comprendre.
et d'amener et de partager peut-être des problématiques, puisqu'on parle de stratégie, mais on parle de déclinaison opérationnelle aussi, hein, de la façon, et pour moi c'est ça qui change aussi, c'est dans les programmes, comment on pense un programme. Quand on le pense avec, alors on dit les lunettes genre, mais en fait c'est ça, c'est-à-dire comment parce que je prends souvent un exemple très concret, hein. Il y a des années de ça, à la Fédération internationale, et là, ça vient du mouvement GLORED, hein, donc je vais reprendre les mots, et voilà, c'est pas complètement précis, mais en gros, il y a eu une discussion sur un projet qui était autour de l'hygiène pendant des protections périodiques pour les femmes en situation d'exil, de migration, voilà, et de savoir si la fédération, les sociétés nationales qui étaient au contact de ces femmes-là pouvaient avoir un programme qui soutenait en fait des protections hygiéniques gratuites à disposition avec voilà, tout ce qu'il faut, en prenant l'aspect culturel aussi et tout ça. Ce projet, d'après ce que j'ai compris, avait été un peu retoqué, ou en tout cas pas vraiment pris comme quelque chose d'important. La migration, elle existe depuis très longtemps. Les femmes qui migrent aussi, les femmes qui partent. Et c'est que en 2014, si je me souviens bien, que ce programme a été établi et voté. Pourquoi? Parce que des femmes dirigeantes ont présenté le programme de nouveau. Autour de la table, il y avait des hommes et ont présenté en fait ce que ça voulait dire concrètement pour une femme qui a des règles et qui se retrouve dans un endroit où il n'y a pas l'hygiène nécessaire, où il n'y a pas accès, en fait. Et que même, voilà, toutes ces choses-là, comment l'expérience est faite par un homme qui, lui, n'a pas voilà, cette expérience-là physiologique. Et donc, c'est ça que ça amène, en fait. Pour moi, c'est un exemple très concret. On peut parler d'autres choses à différents niveaux, mais c'est ça. Ça amène un autre regard, en fait, sur les problématiques. Et ça permet aussi en interne de se poser la question de nos rapports au travail et au volontariat entre hommes et femmes et au-delà, et non-binaires, et les personnes non-binaires. Voilà. Merci, Émilie. Alors, pour conclure, il nous reste une dizaine de minutes avant de découvrir les questions et commentaires laissés par le public. Pour conclure, j'aimerais évoquer que faire face à cela. Virginie, je reviens vers vous. Dans votre rapport, vous citez Pénélope Ploman, dont je traduis le passage, j'espère à peu près correctement ainsi. Il est toujours beaucoup plus facile de soulever des questions sur les différences entre les sexes dans les programmes d'une organisation sur le terrain que de commencer par mettre de l'ordre dans sa propre maison. Alors, effectivement, vous écrivez à la suite que les organisations humanitaires jouent un rôle important dans la promotion de l'autonomisation des femmes et la lutte contre les inégalités entre les sexes au niveau mondial dans le secteur de l'aide. Cependant, elles ont souvent appliqué ce travail-là, dans leurs interventions de programmation sans tenir compte du pouvoir et des inégalités au sein de leur propre culture organisationnelle. Alors, pour proposer des solutions, vous concluez votre rapport en proposant des recommandations. Pouvez-vous, là aussi, évidemment, on ne pourra pas entrer dans le détail, mais nous présenter quelques-unes de ces recommandations? Certaines d'entre elles sont d'ailleurs inspirées de voies qui ont été suivies, mises en œuvre avec succès pour renforcer le leadership politique et l'influence de femmes. Je l'ai noté en Ouganda, notamment. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous présenter quelques-unes de ces recommandations qui vous semblent pertinentes? Oui, merci. En fait, la première étape, ça rejoint un petit peu, pour reprendre l'exemple d'Émilie, c'est de faire le ménage chez soi d'abord. Et sur l'exemple typiquement des règles et de l'accès à l'hygiène au niveau des règles, typiquement, on va avoir des programmes humanitaires qui vont aider les populations déplacées, réfugiées à avoir accès à des kits d'hygiène. Mais est-ce qu'on va se poser la question 5 minutes sur les femmes qui sont membres de l'ONG, qui vont sur le terrain des journées entières, ou les chercheurs comme moi, qui n'ont absolument pas accès à de l'eau potable ou à des sanitaires, et donc qui sont sur le terrain toute la journée, si on a nos règles, comment on fait? Donc c'est vraiment cette idée de dire, on ne pense pas que aux populations qui sont censées être celles qu'on sert, mais on pense aussi à notre force de travail, comment en fait ces différences biologiques, ces différences de genre influencent sur notre façon de travailler et quels sont les besoins des gens. Donc c'est la première, l'espèce de premier pilier qu'on a vraiment identifié dans la littérature, c'est prendre vraiment à bras le corps cette organisation
euh, institutionnelle et construire les bases de l'égalité entre hommes et femmes, d'abord chez soi, au sein de sa propre organisation. Donc ça parle de tout le travail des ressources humaines, bien sûr, comment on recrute, qui recrute, comment on instaure un climat qui est apaisé, comment on pense même à l'architecture d'un bâtiment qui soit inclusif. Rejoignant ce premier pilier, le deuxième, c'est l'intersectionnalité, parce que du coup, ça dépend énormément des contextes dans lesquels interviennent les ONG, et de prendre en compte les normes culturelles de ces contextes est primordial, au même titre que de soutenir l'égalité des sexes. Et en fait, c'est bien sûr un sujet qui est clivant. Il y a un retour de bâton mondial sur les questions d'accès à la santé sexuelle et reproductive, et notamment sur le discours lié au genre, qui est extrêmement catégorisé ou catalogué occidental, et du coup, comment gérer en fait ce retour de flamme pour soutenir les ONG et les associations féminines qui œuvrent pour les droits des femmes, euh, sans forcément créer plus de clivage. Donc voilà, premier pilier, l'organisation, le deuxième, l'intersectionnalité, le troisième, toujours essayer de faire des progrès sur les données liées au genre, les données désagrégées par sexe ou ventilées par sexe. Euh, c'est extrêmement important parce qu'on en a de plus en plus, mais on bloque encore sur les capacités d'analyse de ces données, notamment dans les rapports d'évaluation des ONG, alors que ce serait une mine d'or en fait pour mieux comprendre les stratégies qui aident sur les stratégies d'égalité. Mais aussi, je voulais juste dire que c'était un des points qui m'a le plus étonnée, moi, dans notre rapport. C'est des études qui ont montré qu'il y avait une limite sur la sensibilisation. Notamment, quand on parle du genre, il y a toujours cette recommandation phare qui est on doit former le staff à être plus sensible aux différences de genre. Et en fait, il y a des études qui ont été faites par des psychologues aux États-Unis qui montrent qu'en fait, il y a des formations ou des conscientisations qui vont peut-être marcher sur certains sujets, notamment la prise en compte des différences ethniques pour lutter contre le racisme, qui vont très bien marcher. Et si on applique ces mêmes stratégies sur l'inégalité de genre, en fait, ne va pas du tout marcher. Et je ne vais pas aller dans les détails, mais je vous laisserai lire le rapport pour comprendre pourquoi. Quatrième pilier, la responsabilité des dirigeants actuels. Bien sûr les hommes parce qu'ils sont les plus nombreux, mais aussi les femmes. Il y a le syndrome de la reine des abeilles notamment, qui est intéressant si ça vous intéresse. Et l'importance en fait du modèle d'un leadership féminin, qu'est-ce que ça veut dire? On peut être à la fois dirigeante et avoir de la compassion. On peut à la fois diriger une entreprise et prendre soin des autres. Et bien sûr, en quoi est-ce que d'avoir des dirigeants modèles peut aider à briser le plafond de verre avec le soutien du mentorat? Cinquième pilier, cesser de pénaliser la maternité, mais au contraire privilégier la parentalité. Donc ça, c'est toutes les politiques de ressources humaines qui vont aider le staff à vivre leur parentalité de manière apaisée et égalitaire. Sixième pilier, les politiques tolérance zéro en matière d'exploitation, d'abus et de harcèlement sexuel. Ça a pris bien sûr de l'ampleur depuis 2017 et MeToo, mais ça reste encore du ressort des discours. Concrètement, il y a beaucoup, beaucoup de cas d'harcèlement et d'exploitation. Qu'est-ce qu'on fait? Que font les ONG pour faire en sorte que ça n'existe plus? Et puis enfin, les approches de formation qui soutiennent le leadership doivent impérativement s'inscrire dans le long terme et bien prendre en compte cette différence entre coaching et mentoring. Donc, les deux sont nécessaires et les deux sont aussi nécessaires non pas que pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Donc voilà, c'est un peu le panel des piliers qu'on a réunis dans la littérature. Merci beaucoup, Virginie. C'était très complet. Catherine, Émilie, je vous laisse la parole pour conclure. Que pensez-vous de ces recommandations? Voilà, que faire en général? Qu'est-ce que vous auriez à dire pour conclure et sur ce sujet, justement, des choses qui pourraient être mises en place pour améliorer le sort des femmes au sein de ces instances de gouvernance des ONG? Bah, Virginie a été très complète et brossé un tableau assez large. Moi, j'avais envie de reprendre deux ou trois qui me parlent plus que d'autres parce que euh, vous avez évoqué effectivement les questions de politique tolérance zéro. Je pense que c'est un vrai élément transformateur en interne. Je pense que c'est quelque chose qui vraiment fait bouger des lignes de façon très directe. Euh,
Vous avez aussi parlé des données, et moi je trouve que c'est un élément clé. Alors c'est un élément très qu'on connaît depuis très longtemps. Enfin, je veux dire, ça a été beaucoup abordé au moment de la conférence du Caire, etc. Mais la difficulté d'avoir des données désagrégées, et même en santé publique, euh, il y a eu enfin, on n'a pas toujours des données désagrégées hommes-femmes, ce qui est quand même assez surprenant. Euh, et je pense que c'est vraiment des éléments clés, et ça. Moi, j'ai un souvenir précis d'un projet au Pakistan, je crois, où le chef de mission s'interrogeait parce qu'en fait, il y avait 70% de femmes qui venaient dans les consultations et 30% d'hommes. Et, et qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il y avait 70% de femmes? Je veux dire, parce que les hommes venaient pas, parce qu'il y avait moins d'hommes. Enfin, ça oblige à poser des vraies questions qui dépassent simplement la fourniture de services. C'est un peu basique, mais je trouve que c'est très, très important d'avoir ça. Et, et puis l'élément sur lequel j'aurais envie d'insister un tout petit peu, peut-être parce que je suis plus ancienne et j'ai pas eu cette pratique de mentoring. Je Mhm. me suis sentie un peu seule, je pense. Et je pense que pour moi, c'est un élément clé aujourd'hui dans les organisations. Il faut vraiment que c'est quelque chose qui se mette en place de façon plus systématique. Et je disais sous forme de boutade, enfin à moitié une boutade, mais juste avant qu'on se branche sur la conférence, ça m'a frappé que sur le post LinkedIn qu'a fait la Fondation Croix-Rouge en annonçant cette réunion, il y a 5 commentaires qui proposent strictement que des noms de femmes à inclure dans notre réflexion. Il n'y a aucun autre commentaire. C'est des gens qui ont écrit Madame Machin, Virginie Le Maçon, ou Virginie Dupont, ou Catherine Dupont. Et ça m'a frappé. Et je trouve que cette notion de sororité, de réseau, effectivement, elle se crée, elle fonctionne. Et comment on peut la nourrir mieux et la faire se renforcer. Et ce que Émilie a dit à un moment aussi, pour moi, c'est un élément fondamental. Merci Catherine. Émilie, je vous laisse la parole pour conclure avant Ouais. d'échanger sur les commentaires du public. Je vais effectivement, je m'attache alors parce que aussi au sein de ma commission et voilà la Croix française est effectivement un constat et un constat voilà qui fait que effectivement les violences sexistes et sexuelles, et quand je parle de violence c'est toutes les formes de violence hein, au sein de l'association. Ça fait partie des non seulement des questions qui se sont posées déjà, mais qui partent d'un constat. Et encore une fois, l'analyse, les données désagrégées, etc., c'est compliqué, mais on en a quelques-unes et on en a suffisamment pour se dire qu'effectivement, bon, ça demandait un travail plus approfondi. Étant en charge de ce travail-là, missionné pour ce travail-là avec la commission, effectivement, ça revient pour moi, c'est un message très fort. C'est-à-dire que la tolérance zéro et le fait de vraiment, ça va aller chercher de toute façon, alors à travers des sensibilisations et des formations, et c'est tous les outils qui amènent à cette tolérance zéro, parce que punir pour punir, on a nos principes, on a notre principe d'humanité, on peut pas juger, c'est un système aussi, hein, c'est savoir qu'il y a un système en place aussi dans un pays qui peut juger, qui peut aller au-delà de l'association, mais en interne, c'est aussi effectivement savoir tout ce qui fait que voilà, ces comportements-là, les propos, si on les laisse passer, si on est à côté et que voilà, on garde la même personne, la personne pose problème, mais on va la laisser quand même, on va pas aller chercher plus loin et puis on va la placer dans une autre unité locale ou voilà, à un autre poste. Ça fait passer quand même la politique qui est assez. Enfin, le sentiment global, et là je sors de la Croix-Rouge et je parle de la société française, de celle que je connais le mieux, où j'ai évolué, j'ai grandi, c'est aussi un problème de société, c'est-à-dire on retombe sur des bases voilà, de mentalité. De patriarcat et où là on va aller aussi chercher, et c'est ça qui est intéressant, c'est à la fois il y a la pratique de la tolérance zéro, comment on met en place des systèmes d'alerte, des systèmes de rapport, comment on accompagne les personnes qui subissent ces violences-là, et les sanctions, et il y en a, et je pense qu'il y en aura de plus en plus, en tout cas plus systématiquement. Euh, mais voilà, c'est aussi, il faut faire comprendre pourquoi en fait ce geste-là, cette parole-là, en fait, d'où ça vient, pourquoi.
et comment on arrive à petit à petit instaurer une culture. Effectivement, on parle d'une culture aussi de se sentir bien quand on est dans son rôle, de se sentir en sécurité. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et je rejoins Catherine, voilà, donc tout ce que Virginie, enfin les recommandations de Virginie pour moi, quand je les ai lues, ben, je me suis dit, c'est très bien, ça va dans le sens, voilà, elle a tout dit. Euh, pour moi, voilà, maintenant, c'est comment il faut pas tomber dans le biais, ce ne sont pas, ce n'est pas que les femmes. Et comme je le disais, les hommes, on peut gagner ce combat, entre guillemets, que aussi en ayant des alliés. Il y a la sororité, mais il y a aussi avoir les alliés et que les hommes ne se sentent pas pointés du doigt, mais comprennent aussi pourquoi. Pourquoi aussi, voilà, il y a certaines choses, ce n'est pas une accusation qu'on fait, c'est un constat. Voilà. Merci Émilie, merci Catherine et Virginie. On a presque fini. Je vais passer la parole à ma collègue Maïta qui va nous faire une petite synthèse des commentaires et questions qui ont été laissés dans le fil de discussion du Zoom. À toi Maïta. Alors, je vais remplacer Maïta, en Pardon. fait, D'accord. Vincent, pour donner un petit coup de main. Je tenais à reprendre les derniers commentaires sur la sororité. Alors, effectivement, par exemple, à la Conférence mondiale des Humanitarian Studies, la table ronde sur le féminisme, en fait, on n'était que des femmes. Il n'y avait pas un seul homme qui était venu. Et ça, c'est vraiment un sujet. Ça nous a intéressés aussi en travaillant avec Aïssa Diarra sur les questions de santé materno-infantile aussi. On a découvert que sur des projets Croix-Rouge, par exemple, sur les clubs des mères, il était utile et il y avait maintenant des programmes sur les hommes alliés qui étaient très utiles pour travailler en fait en complémentarité et en fait qu'on trouvait dans ces alliances finalement et de la manière de formuler des programmes des avancées. Alors, sur les questions, alors on en a beaucoup, hein. Alors, je propose un premier groupe de questions sur la contextualisation des analyses de genre, parce qu'effectivement, nos participants viennent de plein de pays différents. Alors, il y a selon les contextes, il y a la question, donc ça, des questions de Gaëtan, aussi de Guillaume en RDC, alors que ce soit sur comment on contextualise l'analyse de genre, sur la question des stéréotypes femmes et efficacité humanitaire avec l'exemple de la RDC. Il y a aussi la question des contextes violents, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une question de corrélation genre et puis l'action humanitaire, c'est des contextes de crise. Donc, est-ce que finalement cette approche genre change selon le degré de violence ou d'hostilité des contextes? Et finalement, pour préparer ces femmes, est-ce que finalement, Gaëtan pose aussi la question de la formation? Est-ce que la formation pour préparer les humanitaires a finalement quelques biais masculinisants aussi? Donc, on va peut-être commencer sur cette question. Je ne sais pas si certaines veulent répondre. Et puis, je prendrai à peu près deux, trois questions que je vais mettre en groupe, en fait, on a encore 15 minutes, donc on a du temps. Je ne sais pas si l'une d'entre vous souhaiterait répondre à ces questions de Gaëtan Guillaume. Je me lance. Sur la contextualisation, je pense qu'il faut être assez modeste, en fait. Je trouve que les questions de genre, elles sont quand même assez merveilleusement transversales. Il y a des différences, bien entendu. Je ne vais pas nier les différences, mais euh, je crois que je crois qu'il faut être assez modeste. Et c'est là où, effectivement, c'est fondamental de s'appuyer sur des organisations locales. Il y a une dimension de recherche, effectivement, qui peut être mise en place, mais c'est le rôle vraiment privilégié du tissu de la société civile locale qui peut vous amener effectivement à avoir une approche plus fine et plus contextualisée. Sur la question des contextes violents, bien sûr, en situation de crise, euh, j'allais dire, les femmes sont beaucoup plus exposées et il faut vraiment, en fait, le risque, là je vais être un tout petit peu critique, euh, c'est que les questions de santé materno-infantile, dans des contextes de crise, de guerre, etc., ces questions-là sont parfois un peu relayées en deuxième, où la priorité, c'est le conflit et c'est pas la population générale, dont les femmes.
Si je voulais prendre un exemple un peu récent, euh, 180 femmes accouchent chaque jour à Gaza. On n'en parle pas beaucoup dans le contexte actuel. Et là, je pense qu'effectivement, il y a une dimension de formation à ne jamais perdre la priorité en situation de conflit ou de violence sur ces questions de santé plus spécifiques. Enfin, je sais pas si c'est une formation, c'est une sensibilisation, mais pour moi, c'est un élément fondamental. Merci beaucoup, Oui. Catherine. Je ne sais pas si Émilie, vous voulez rajouter quelques mots, puis sinon on va faire tourner les questions entre vous. Euh, Juste oui, par rapport à ce que Catherine disait sur le conflit, effectivement, évidemment que ça exacerbe et évidemment que les hommes, enfin, il y a les rôles, encore une fois, les rôles assignés à l'homme ou à la femme dans les sociétés vont faire en sorte que effectivement il va y avoir une exacerbation des violences faites aux femmes. Et je voulais donner parce que ça m'a fait penser au contexte voilà, dont je viens récemment en Ukraine et pour y avoir passé un an. Et une des questions qu'on se pose quand on parle de rétablissement des liens familiaux, de séparation, et voilà, dans un contexte où on a vu évidemment beaucoup de femmes et d'enfants et de séparation, etc., est venue la question des violences de genre directement et du viol. Voilà. Et c'est vraiment quelque chose qui résonne hein, vraiment. Il y avait une urgence. Et une urgence, effectivement, d'un coup, la priorité, c'est le genre. Enfin, on met de côté, ou en tout cas, on prend la personne en tant que tel. Donc les programmes vont être faits et pas forcément relayés, enfin affiliés à des vulnérabilités spécifiques dans le contexte. Voilà, et je tiens à le spécifier. La femme n'est pas vulnérable, la femme enceinte n'est pas vulnérable. Par nature, c'est le contexte qui la rend vulnérable. Et les contextes de crise, le contexte migratoire en est un, crée des vulnérabilités et on en arrive effectivement à des situations parfois d'une violence inouïe. En France, il y a des femmes qui accouchent à la rue, et notamment les femmes migrantes. Il y a un hôpital qui prend soin de ces femmes en France, voilà, notamment. Euh, donc sur les viols, et ben en fait, toutes les organisations avaient ça en tête quand même. Et le trafic, ce que ça pouvait apporter, d'avoir des femmes et des enfants seuls, voilà, sans la protection, entre guillemets, de l'homme. Euh, et ça, un an plus tard, et je pense que voilà, si vous avez suivi un peu ce qui, ben, UNICEF, enfin, les rapports qui commencent à arriver des pays limitrophes, hein, des personnes qui sont parties d'Ukraine et des violences qui ont été commises, montrent effectivement que malheureusement, ben, c'est un des sujets majeurs, mais que pendant un an, priorité étant, en tout cas, voilà, la forme de priorisation a fait que ben, un an plus tard, il y a eu énormément de choses que peut-être on aurait pu arriver à éviter, ou en tout cas à diminuer de violence, et parce que les programmes n'ont pas été adaptés dans ce sens-là, ou pensés dans ce sens-là, ou le sujet remis au second plan. Euh, ben voilà, on a des drames, hein, vraiment. Et on court maintenant après comment on fait, comment on met des programmes en place, comment on répare tout ça. Et c'est beaucoup plus compliqué quand on arrive après. Euh, voilà. Merci beaucoup, Émilie. Je vais peut-être passer tout de suite à une autre question et peut-être Virginie pourra répondre. C'est une question d'Anne-Charlotte, qui est d'ailleurs membre du réseau Association Femmes et Diplomatie. On a en France des lois, par exemple, hein, qui ont été efficaces et qui ont eu de l'impact, comme les lois Sauvadet et Rixain, sur l'accès des femmes dans l'encadrement supérieur. Mais elles concernent le secteur privé lucratif et l'administration, et ne concernent pas le secteur non lucratif, selon Anne-Charlotte. Donc, ça pose la question des sanctions et des incitations pour notre secteur. Donc, est-ce que ce serait finalement intéressant de regarder ça? C'est vrai qu'on a l'impression, quand on regarde, quand on vous écoute et qu'on regarde un peu l'actualité du secteur humanitaire, qui a aussi avancé sous les scandales. On pense au scandale d'Oxfam sur les abus sexuels, qui a tout d'un coup fait avancer le secteur très très vite sur ces questions-là, hein, sur la prévention des violences sexistes et sexuelles. Aussi aux questions finalement de localisation, qui aussi rejoignent des questions sur l'intersocialité, la diversité de manière plus générale. Donc on peut se poser cette question de finalement comment
faire avancer? Est-ce que finalement le secteur va avancer lui-même sous la pression finalement d'une actualité qui l'oblige à avancer? Est-ce qu'il faut finalement mettre en place des régulations? Est-ce que finalement, moi j'ai aussi envie de poser la question de l'inspiration. Est-ce que le rôle de modèle féminin n'est pas assez mis en avant? Est-ce qu'il ne manquerait pas, je sais pas, aussi des recherches? Je pense par exemple à la question de la diplomatie humanitaire. On a beaucoup la figure du délégué, par exemple, qui est une figure plutôt peut-être masculine. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des recherches qui manquent sur les femmes et la diplomatie humanitaire, ou les femmes humanitaires en entrepreneurs de l'humanitaire, où finalement on associe assez mal finalement pour changer les mentalités, certains thèmes, peut-être pour Virginie. C'est très vaste comme Ouais. commentaire ou comme question. Je dirais que c'est des outils législatifs qui pourraient marcher ailleurs. Il y en a d'autres aussi ailleurs qui pourraient marcher chez nous. Je pense notamment au Tchad, parce que c'est un contexte que je connais un petit peu mieux, où il y a un quota en fait en place, alors qui n'est que de 30% de femmes au poste électif exigé. On pourrait dire pourquoi c'est pas 50%, mais on va y aller doucement. N'empêche que grâce à un quota, en fait, on a une obligation de la part des représentants élus de faire en sorte de désigner des candidates, de faire en sorte qu'elles se présentent et de faire en sorte aussi que, au final, on les soutienne pour non seulement être élus, mais rester aussi en poste. Et les deux sont très importants. Donc après, les quotas, ça a fait lever une barrière de protestation dans certains contextes. C'est souvent un gros mot, mais n'empêche que ça marche beaucoup, au moins pour passer la première barrière qui est le manque de représentativité des femmes dans certains postes. Après, je pense que c'est une approche holistique. Il y a des fois, c'est le rôle des médias qui va être un catalyseur. Parfois, c'est le rôle de la recherche qui va montrer à une organisation qu'il y a un gros problème. Parfois, c'est le rôle d'un consultant ou de quelqu'un externe qui va faire rendre compte le staff qu'il y a des choses à changer. Et je pense notamment, par exemple, à une mission que j'ai faite avec Action contre la faim en République centrafricaine, qui voulait faire en sorte qu'il y ait plus de parité au niveau de leur... pardon, qu'il y ait plus d'efficacité de leur programme sur l'inégalité de genre. Et en fait, on s'est rendu compte typiquement que toutes leurs fiches de poste pour recruter localement du staff, elles étaient toutes au masculin. Ils recrutaient un animateur, un spécialiste de l'engagement communautaire, un spécialiste hydraulique. Alors qu'il y avait aussi des femmes qui étaient disponibles, motivées, qui pouvaient être employées. Donc, j'ai rien que changer le langage des fiches de poste, c'était déjà tout un changement profond en fait. Ensuite, proposer les formations qu'ils voulaient faire pour les réco, les relais communautaires, elles étaient proposées dans telle localité, très loin. En fait, c'était très difficile pour les femmes qui ont un rôle énorme au niveau de la famille, de rester au sein du foyer, de pouvoir du coup se porter volontaire et candidate pour être relais communautaire. Et donc, comment faire en sorte d'améliorer, de modifier cette formation pour qu'il y ait une façon de garder les enfants, avoir des babysitters, modifier le lieu de la formation, peut-être aussi changer la langue qui est utilisée dans la formation pour qu'elle se soit une langue locale. Enfin, c'est des petites choses qui peuvent vraiment changer la participation et surtout de garder les femmes à leur poste dans la durée. Merci, merci beaucoup Virginie. Je regarde, je crois on a plus que quelques minutes, donc je vais peut-être poser une question enfin, conclusive, ou je vais en poser plusieurs parce on a aussi là Aude qui nous pose une question intéressante. Donc je vais poser trois petits points finalement pour conclure. Vous choisissez finalement la réponse. Vous avez évoqué la question, l'une d'entre vous, du retour en arrière ou du backlash peut-être. Alors, la première question, c'est est-ce que vous pensez que le secteur humanitaire peut être sujet ou victime d'un backlash sur ces questions-là? Ensuite, autre demande sur les stratégies finalement possibles pour renforcer le leadership féminin. Ça, Virginie, vous avez déjà énuméré des stratégies, mais vous avez peut-être l'une ou l'autre une idée précise en se disant, ben voilà, ça pour finalement, ce serait vraiment une priorité ou ce serait une bonne idée. Et finalement, nous, on vous pose une question plutôt recherche du côté de la Fondation. Est-ce que vous pensez à des recherches en sciences humaines et sociales qui seraient prioritaires pour changer la donne et aider le secteur à aussi continuer à le faire comme il l'a toujours fait?
et vous en choisissez une. Vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes. On va peut-être commencer par vous, Catherine. Euh, je vais prendre la question sur le backlash. Euh, J'allais dire, je pense que je vais être optimiste. C'est un secteur assez récent et je le sens moins propice, moins exposé à un backlash que d'autres secteurs d'activité euh, et qui a un changement générationnel et qui va dans le bon sens. Je vais essayer d'être terminée sur une fin positive. Merci beaucoup. Vous en êtes... J'aurais aimé qu'on écrive le livre parce que je crois que vous avez cité un texte au début, comment être mère et travailler dans l'humanitaire. Je pense qu'il faudrait écrire comment être père et travailler dans l'humanitaire. Ce serait bien, ce serait peut-être une bonne contribution. Oui, Je clôt là. exactement. Euh, Émilie, J'allais dire sur le backlash aussi. Et j'ai envie d'être positive aussi. Et ça rejoint les stratégies, en fait, hein. Ce sont voilà, les stratégies en place. Je crois que ça va de pair. C'est-à-dire, je- pour moi, stratégiquement, c'est, comme je disais, aussi avoir des alliés. En fait, le backlash, c'est pas tellement un backlash, j'allais dire, global. Et là, encore une fois, je prends le cas de la Croix-Rouge française, j'ai le soutien de la présidence. Et ça, c'est énorme aussi. Euh, un président, une vice-présidente, un vice-président. Donc voilà. Et que du coup, avoir un soutien, déjà, ben, ça permet de pouvoir avoir une crédibilité, même si elle n'est pas liée à mon expérience. Mais voilà, d'être crédible, ça passe par là. Je pense que le backlash, il est plus alors euh, individuel, mais qui peut effectivement miner parfois des travaux. C'est-à-dire que parce que effectivement on va s'attaquer entre guillemets à des sujets qui sont plus complexes. Alors on parlait de féminisme washing, je parlais de gender washing, mais en gros c'est l'idée que tant qu'on va en surface, ça va. Tout le monde est d'accord. Enfin voilà, pardon, mais et surtout dans l'humanitaire et surtout à la Croix-Rouge ou au Croissant-Rouge, on a encore 7 principes. Donc tout le monde va être d'accord sur le discours global. Quand on s'attaque à des problèmes spécifiques et qu'on va aller chercher un peu et aller euh, mettre le doigt là où ça fait mal, parfois aller un peu appuyer pour se transformer, pour évoluer, on met en exergue certains comportements ou certaines positions, ou peut-être, ben voilà, ça pose des questionnements plus profonds et des questionnements individuels. Et que ben, d'un coup, il y a moins de tout va bien et peut-être un peu plus de réflexion, de choses où effectivement on va aller essayer. Alors, je ne dis pas de mettre le travail à terre, mais en tout cas, voilà, des choses où on va aller chercher sur des terrains un peu plus aussi personnels ou en tout cas, voilà, de le ramener. Et je pense que c'est là le danger, en fait, c'est que il y ait justement, et c'est pour ça que je parlais de la sororité, de l'empowerment, comme on dit maintenant, l'empowerment, et de pouvoir porter, parce que ce qui peut être aussi quelque chose de l'ordre du backlash, c'est que on se sent porté, on sent qu'on y arrive, et puis parce qu'on se prend, pardon, des réflexions, parce que voilà, les discours changent un peu, on est moins d'accord, et qu'il faut se battre. Et du coup, on commence à se battre pour aussi expliquer des choses. Si on n'est pas soutenu, et si on n'a pas des alliés hommes, et je le dis clairement, c'est extrêmement compliqué aussi de porter seul ou en petit groupe ce genre de choses. Donc voilà, je veux être sur une note positive aussi pour la fin, de me dire, du moment qu'on continue ce genre de conférences, de tables rondes, de discussions, d'émergence, et du moment qu'on porte les choses et qu'on soutient les autres personnes autour de nous, vraiment, je pense que voilà, on y arrivera et on évitera un backlash global humanitaire. Voilà. merci beaucoup, Émilie, avec effectivement une vigilance à porter sur finalement l'application concrète des principes qui, de toute façon, portent cette inclusion et cette représentation de toute la société dans son ensemble. Donc, c'est très, très important. Merci beaucoup. Virginie, on vous laisse le dernier mot. Ben, rapidement, sur la question de la recherche, je pense qu'il y aurait des études passionnantes et nécessaires à faire sur comprendre le parcours des employés d'organisations humanitaires en faisant une étude longitudinale, c'est-à-dire qu'on sélectionne un panel d'employés, hommes et femmes, et on les observe en fait sur 5 ans, même 10 ans,
et pour comprendre en fait comment évolue leur carrière, quels sont les éléments qui les ont aidés, les obstacles qu'ils ont rencontrés, comment ils ont fait face à ces obstacles, et de comparer les contextes. Ce serait fascinant aussi de faire ça. Moi, j'adorerais faire cette étude, pour votre information. Donc, on peut lancer un appel officiel à financement pendant 10 ans pour une étude longitudinale sur ces parcours-là. Mais c'est vrai que nous, ça nous passionnerait aussi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur ces questions, hein, juste aussi que c'est pas seulement, on va dire, pour rire, mais qu'on a, nous, essayé de trouver des financements pour les recherches qui essayent de changer des mentalités et que c'est difficile. Et pourtant, c'est important. Donc, il va falloir aussi que les bailleurs et les financeurs y mettent du leur pour nous aider à changer les mentalités parce que ça passe aussi par les données et de la recherche qui est exigeante et méthodique et il faut de l'argent pour le faire. Merci beaucoup. Donc, merci à toutes les trois. Vincent, je te laisse le dernier du dernier mot. Bah, ça va être le même, ça va être merci. Merci à toutes. Vraiment, ça a été un plaisir de vous écouter. Et puis, bah, je vous donne rendez-vous l'an prochain pour de prochains instants recherche. Et vous retrouverez bientôt sur la chaîne YouTube de la Fondation, bien sûr, l'enregistrement de ce webinaire que vous retrouverez bientôt. Donc, voilà, on pourra le diffuser. Mais je vous remercie par avance de le diffuser aussi pour tous ceux qui n'auront pas pu y assister. Voilà. Et merci à ceux qui nous remercient aussi dans le fil de discussion. Ouais, et puis qui nous écoutent vraiment de loin. Pour nous, c'est Oui, extraordinaire. En fait, ce débat était vraiment en diversité aujourd'hui. Et pour moi, en tout cas, c'est un grand signe aussi d'espoir et d'optimisme en relais à Catherine, Émilie et puis Virginie. Merci à tous. Merci à merci à tous vous. et à bientôt. À très À Au bientôt. revoir. bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.